un homme qui fait des recherches en philosophie sur le viol. Comment ça se fait? J'avoue qu'au début, c'était un peu pour faire le mec bien, vous savez, défendre les femmes, dénoncer les injustices. Mais en fait, il se trouve qu'en chemin, j'ai trouvé un truc qui a modifié ma façon de voir les corps. Qu'est-ce que ça veut dire entrer dans un corps? Et donc les relations entre le masculin et le féminin. Tout ça, ça a commencé par quelque chose de spécifique par rapport au viol. C'est-à-dire que la gravité du viol, elle est évidente. Mais dans les faits, cette gravité a tendance à disparaître. Mais évidemment, tout le monde n'est pas au courant. Ça arrive avant tout aux victimes. Parce que quand elles essayent d'en parler, soit on ne les croit pas, on fait comme si de rien, ou alors on minimise, il n'y a pas mort d'homme, ou alors ça va être un peu de leur faute, parce qu'elles sont toutes seules dehors, parce que leur jupe, parce que leur comportement. Et ça s'appelle la malédiction des victimes de viol. Et on comprend pourquoi certaines personnes mettent des années avant d'écrire un livre. Et tout ça, ça ne s'arrête pas au niveau de l'entourage, au niveau des gens. Ça arrive aussi dans les institutions. En France, 2/3 des plaintes pour viol sont traitées en correctionnel. Un viol est un crime qui doit être jugé aux assises. La correctionnelle, c'est le lieu où on juge des délits, donc des actes moins graves. Et donc nous sommes devant une minimisation institutionnelle. Mais entendez-moi bien, le but n'est pas de mettre en cause certaines personnes, le but n'est pas de pointer du doigt. L'hypothèse, elle est plus simple que ça, mais surprenante. C'est que si la gravité du viol a tendance à disparaître, c'est parce qu'elle n'a pas encore été explicitée. Donc l'acte anodin, c'est un acte plat, sans conséquence. L'acte grave, il y a un relief, il y a des conséquences. Parce qu'il faut avoir conscience qu'il y a 2 types de blessures. Les blessures qui guérissent toutes seules, parce qu'elles sont prises en charge par l'organisme, et les blessures qui ne guérissent pas toutes seules, parce que justement, elles ont porté atteinte à un organe vital. Et ça, c'est vrai aussi pour le psychisme. Dans les 2 cas, en fait, que ce soit l'acte anodin ou acte grave, nous avons de la contrainte. Par exemple, si vous aviez 20 € que vous ne les avez plus, soit vous les avez donnés, c'est consenti, ou alors on vous les a pris. Et pour l'acte grave, c'est vrai aussi, c'est-à-dire qu'il est possible de voler un rein, dans le cas des trafics d'organes. Et c'est pas marrant parce que c'est votre rein. Mais c'est pas ça le seul problème. Le problème aussi, c'est que vous risquez peut-être d'être en insuffisance rénale toute votre vie, et donc de prendre des médicaments à vie, et peut-être même de mourir. Mais cette conséquence, elle existe aussi si elle est consentie. C'est-à-dire que, avec un don d'organes, vous voulez sauver quelqu'un de votre famille, donner votre rein, mais vous ne pouvez pas, parce que vous serez en insuffisance rénale. Le viol, évidemment, se place du côté de l'acte grave, avec de la contrainte et de la gravité. Le problème, c'est que la loi ne parle que de la contrainte. La contrainte a été détaillée. Et c'est bien normal puisque ça permet d'éviter de passer à côté de certains cas. Mais vous aurez beau chercher, vous ne trouverez pas la gravité du viol dans la loi, parce qu'elle ne parle pas d'un organe vital. Comment ça se traduit en cour de justice? Eh bien, comme la gravité, on considère qu'elle dépend de la contrainte. Pour que la gravité soit évidente, il faut aussi que la contrainte soit évidente. Mais qu'est-ce qui va se passer inévitablement quand on va questionner la contrainte? Mais pourquoi avez-vous fait ceci? Pourquoi n'avez-vous pas dit cela? Et des fois avec beaucoup de véhémence envers les plaignants. Et là, vous aurez un flottement au niveau de la contrainte. Fini la gravité. Et là, on est là. On est dans un acte qui dépend d'un oui ou d'un non. Et qu'est-ce qui va se passer dans la tête des jurés, des avocats, des juges? Est-ce qu'ils vont se dire cela implique une sorte de problématique inhérente à la gravité du viol, il va falloir réfléchir à tout ça, il va falloir tout repenser. Non, la personne qui va être remise en cause, c'est l'individu, c'est le plaignant, la plaignante. Parce que son histoire, c'est pas très clair. La gravité du viol, elle est évidente, on sait ce que c'est. Mais là, il y a un flou. Et donc, il y a suspicion. Et donc, c'est ça la malédiction des victimes de viol. Parce que la gravité n'a pas été explicitée. Il manque ce truc-là. Il ne faut quand même pas exagérer, parce que nous connaissons des éléments de gravité. Le syndrome traumatique, ce sont des cauchemars à répétition, des flashbacks. Mais le problème, c'est que toute cette gravité, elle n'est pas là à droite,
elle est représentée comme ça. La gravité du viol, elle est subordonnée à la contrainte, donc elle est secondaire. Imaginez que dans tous les procès pour meurtre, on vit dans un monde bizarre, mais dans tous les procès pour meurtre, la question centrale et décisive, ce soit celle de la contrainte. Et que si on arrive à démontrer que peut-être on arrive à prouver que la personne était consentante à son propre meurtre parce que dépressive, parce qu'elle a déjà fait des tentatives de suicide, alors tout à coup, il n'y a plus de gravité. Là, c'est rien. Alors que pour le meurtre, en fait, il y a toujours de la gravité. Il y a de la gravité de toute façon. Quand bien même ce serait consenti, imaginons simplement un suicide, on sait qu'il y a de la gravité puisque la personne elle est morte. Alors que pour le viol, ce n'est pas le cas. Et on ne peut pas faire autrement puisque qu'est-ce que c'est qu'une pénétration sexuelle consentie? C'est une relation sexuelle. Il n'y a pas de gravité. Donc apparemment, c'est comme ça. On ne peut rien y faire, c'est la réalité, et la réflexion doit s'arrêter devant ce constat. Ou pas. Peut-être que c'est le moment précis de commencer la réflexion, de commencer à penser et de découvrir quelque chose. Parce que ce truc-là, ça n'existe pas. Des actes, on a bien vu que ce soit un acte anodin ou un acte grave, le consentement ou la contrainte ne modifie pas la gravité. Il n'existe pas d'acte où la gravité, où la contrainte va créer la gravité. Il n'existe pas d'acte où le consentement va annuler la gravité. Et donc de deux choses l'une, ou alors on s'en tient aux apparences, et on considère que le sexe c'est quelque chose de positif et sans gravité, et donc le viol très grave, mais donc cette gravité sera toujours subordonnée à la contrainte. Ou alors on va jusqu'au bout de la logique. On considère que la gravité du viol ne fait pas exception. Et donc elle correspond à ce schéma-là. Mais ça veut dire qu'il y a une continuité de gravité, même si c'est consenti. Et donc on arrive au secret, qui est cet élément-là, la pénétration sexuelle consentie. Et c'est ça en fait le verrou qui empêche de penser la pénétration sexuelle, la gravité de la pénétration sexuelle. Et ça, c'est le secret. C'est un secret qui ne doit pas être dit, donc un tabou. Parce qu'en fait, il existe autour de notre corps un organe psychique vital, qui est la frontière corporelle. Voilà. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Nous avons l'intuition de cette frontière corporelle. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vienne vous parler là. Et il est très gentil et très sympathique, mais il est dans votre zone corporelle. Et donc évidemment, vous faites ça. Mais comme vous êtes trop loin, la personne, elle va faire ça. Et donc ça continue. Mais des fois, vous ne pouvez plus parce qu'il y a un mur. Ouais. La frontière corporelle, elle est aussi vitale parce qu'en fait, elle répond à un besoin vital et qui n'est pas physique. Et ce besoin vital non physique consiste à fabriquer de la valeur. Fabriquer de la valeur, en fait, nous faisons tous cela. Toutes et tous, constamment, et on ne fait même que cela. C'est-à-dire faire carrière, gagner une compétition, avoir des vues sur les réseaux sociaux, faire un bon gâteau, passer du temps avec ses amis, rire, écrire une chanson, écrire une poésie, tout ça, ça fabrique de la valeur. Et en fait, c'est vital parce que lorsque le psychisme n'arrive plus à fabriquer de la valeur, eh bien, il tombe en panne. Tout comme le corps, lorsqu'il n'a plus de nourriture, il tombe en panne, il n'a plus d'énergie, et cette panne au niveau psychique, elle s'appelle la dépression, le burn-out. Et par rapport à ça, la frontière corporelle, son rôle, c'est de vous donner la garantie que vous avez de la valeur, de toute façon. Parce qu'elle transforme votre corps, non pas en une masse biologique, mais un lieu avec de la valeur, un sanctuaire. Et c'est assez pratique d'avoir cet organe vital parce que c'est ça qui vous permet, lorsqu'on vous maltraite, lorsqu'on vous insulte, en vous, ça fait non. Vous n'avez pas le droit de me traiter de la sorte. Et vous refusez, vous vous révoltez. Et donc ça veut dire que si nous avons une frontière vitale, constamment là, ça veut dire qu'entrer dans un corps comporte de la gravité. Il existe des restrictions par rapport au consentement. Par exemple, mes 20 €. Si j'ai envie, je les jette par la fenêtre. Voilà. T'es fou, quoi, c'est 20 €. C'est les miens, je fais ce que je veux. Bon. Mais pas pour les actes graves. Pour les actes qui comportent de la gravité, il y a des restrictions. Imaginez votre rein. Bon, vous en avez déjà donné un à quelqu'un de votre famille, mais les médecins, ils vont juste vous dire non. Parce que vous n'êtes pas compatible et puis que vous allez surtout mourir.
Donc il y a une restriction au consentement pour un acte grave. Et bien pour la pénétration sexuelle, il existe une restriction au consentement où votre consentement n'aura aucune valeur. C'est l'âge. C'est l'âge parce que la frontière corporelle, on ne naît pas avec, c'est une construction. Et elle se construit pendant l'enfance. Et la frontière corporelle d'un enfant, elle est comme ça, elle est en chantier. Donc on comprend aisément qu'un enfant ne puisse pas gérer la pénétration sexuelle puisque sa frontière corporelle, elle n'est même pas terminée. Et vous savez, les enfants, ils la construisent quand ils vont dire « je m'habille tout seul » ou « je veux me laver tout seul ». Ce ne sont pas des caprices. En fait, ils sont en train de conquérir leur frontière corporelle. Et c'est vrai que cette gravité de la pénétration sexuelle pour les adultes, elle n'est pas évidente. Parce que nous, on le fait et on sait bien qu'il n'y a pas de gravité et il n'y a que du plaisir. Et je poserai la question, ah bon? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais au niveau des pratiques sexuelles, on retrouve souvent des sortes de petits scénarios. Vous voyez, des petites chamailleries où on va se bagarrer dans le couple. On sait bien que le but du partenaire, c'est pas de nous casser la figure, on va faire un autre truc. Et on en voit même qui se déguisent. Parce que le sexe, c'est le temps du jeu. Les préliminaires, avant, ça s'appelait les préludes, ce qui précède le ludique. Et finalement, une fessée, des grossièretés, ça peut être surprenant pour des pratiques sexuelles, mais en fait, ce sont des jeux. Parce que le sexe, ce qui s'y passe, c'est pour de faux, c'est pas pour de vrai. Et que finalement, ça veut dire que ce truc-là, c'est pas un espace vide qui n'existe pas, c'est que la gravité, on ne la voit pas. Et comme le sexe est un jeu qui comporte de la gravité, il faut un cadre. Et ce cadre, ce sont des règles. Parce que le sexe, ça ne se fait pas n'importe où, ni n'importe quand, ni avec n'importe qui. Et s'il n'y avait que du plaisir, on aurait du mal à comprendre. On a du mal à comprendre d'où viennent ces règles. Et souvent, on pense que c'est l'Église ou la société. Mais en fait, comme il y a de la gravité à entrer dans un corps, il faut des règles. Et donc finalement, cet espace vide, c'est le verrou qui empêche de penser, d'expliciter la gravité du viol. Mais pas que. Parce que quand vous avez du vide, quand vous avez du silence, ça génère du mensonge. Et le mensonge, il concerne la pénétration sexuelle, parce qu'il y a beaucoup de garçons qui grandissent avec l'idée, avec une mise en garde par rapport à la pénétration sexuelle, que s'ils sont pénétrés, ils seront inférieurs. Et ça se véhicule avec des insultes très courantes qu'on entend dès le collège, pédé, enculé, tapette, femmelette. Et je vous demandais votre plus grande attention par rapport à ça, parce que ce ne sont pas juste des grossièretés par des personnes vulgaires. Quand dans une société, vous avez un groupe de personnes qui est dévalorisé, vous aurez des violences contre ce groupe de personnes. S'il y a eu des déportations et des chambres à gaz, c'est parce qu'il y a d'abord eu un discours antisémite. Quand vous avez un discours raciste, vous aurez des actes racistes. Et quand vous avez un discours sexiste, vous aurez des violences sexistes. Et donc ça va générer du harcèlement, des violences conjugales et des viols. Et donc finalement, ce truc, cet espace vide, c'est ce qui serait à l'origine non seulement de la malédiction des victimes de viol, mais aussi c'est la matrice où se reproduit, c'est la machine à fabriquer du viol. Et pour contrer ça, il s'agit d'être conscient de la gravité de la pénétration sexuelle, de savoir qu'il existe une frontière corporelle vitale. Parce que ça permettrait de donner une autre définition du viol, qui ne serait plus une pénétration sexuelle contrainte, mais une effraction de la frontière corporelle. Le premier intérêt, c'est déjà que cette définition du viol ne contient plus le mot sexuel. Est-ce que ça a un sens de définir le viol avec le mot sexe? Ce n'est pas la même chose. L'autre intérêt, c'est que ça facilite la compréhension du traumatisme pour le viol. C'est-à-dire, imaginez, vous avez un chez vous, quelqu'un entre quand il veut, comme il veut et autant de temps qu'il veut. Est-ce que vous aurez encore un chez vous, même s'il ne casse rien? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe pour un viol. Il conteste la frontière corporelle. Un agresseur sexuel dit « tu n'as pas de frontière corporelle ». Et l'autre intérêt, c'est que l'effraction de la frontière corporelle, ça permet de dissocier la notion de contrainte et de gravité. Parce qu'on discutera toujours de la contrainte. Mais en sachant que la pénétration sexuelle est grave de toute façon, ça permettrait
que la discussion de la contrainte ne fasse pas disparaître la notion de la gravité de la pénétration corporelle. Parce qu'en fait, ce qui modifie les consciences, c'est la perception de la gravité. L'intérêt avec le Covid, c'est qu'on a une expérience planétaire de ce qui se passe quand on prend conscience de la gravité d'une situation. Ça a généré les masques, le confinement, les couvre-feux. En France, on a même fait une attestation pour avoir le droit de sortir. Eh bien, pour le viol, ça pourrait permettre d'accélérer les réformes consistant la justice et la police. C'est vrai qu'il y a des progrès, c'est vrai qu'il y a des formations, mais elles ne sont pas toujours à la mesure de l'ampleur du fléau. Aussi dans les écoles. J'enseigne, je suis enseignant, et je peux vous dire que j'ai énormément de collègues, ils sont hyper mal à l'aise par rapport aux violences sexuelles. Et ça, je peux vous dire que le silence, le malaise des adultes, ça fait la belle affaire des pédocriminels. Mais imaginez juste un monde où les pédocriminels, ils savent que quand les enfants vont parler, parce que les enfants parlent, tous les adultes ont été formés pour recevoir leurs paroles. Et enfin, le comportement des hommes par rapport aux femmes. Parce que non, être pénétré, ce n'est pas dévalorisant, c'est grave. C'est pas pareil parce que la gravité, ça implique le respect. Dans une société où le sexe est positif, cool, en fait il est même sacralisé, c'est toujours aux personnes qui n'ont pas envie, qui ne sont pas prêtes, qui doivent se justifier ou qui doivent se forcer. Avec la gravité, peut-être que ça pourrait inverser la charge de la justification. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période pré-frontière corporelle, où il s'agit de rendre réelle cette frontière corporelle, qui existe, qui est là, mais qui n'est pas encore visible, afin de modifier les consciences, les comportements, et donc de faire civilisation.